Je m'appelle Camille Laurent, j'ai 33 ans. Il y a 2 semaines, alors que je m'apprêtais à payer une livraison de truffes blanches pour mon restaurant étoilé à Paris, ma carte bancaire a été refusée. Et en ouvrant mon application, j'ai découvert que le solde de notre compte, censé afficher plus de 800 000 €, était exactement de 0. Mon mari, Julien, venait de siphonner l'intégralité de nos économies et des fonds de roulement de notre entreprise avant de s'envoler pour l'île Maurice avec sa maîtresse. Mais dans sa précipitation jubilatoire pour détruire ma vie et me laisser sans le sou, il a oublié une chose cruciale. Dans le tiroir de son ancien bureau, un détail qui allait transformer son crime parfait en une prison dont il avait lui-même forgé les barreaux. Avant que je n'entre dans les détails de ce qui se trouvait dans ce tiroir, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner si vous avez déjà fait aveuglément confiance à quelqu'un pour ensuite voir cette personne utiliser votre loyauté comme une arme contre vous. Laissez votre localisation et l'heure qu'il est dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez, car l'isolement est la première arme des manipulateurs, et je veux me rappeler que je ne suis plus seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. La dynamique toxique de mon mariage ne s'est pas révélée d'un coup un matin de novembre. Elle a été méticuleusement construite dès le premier jour. Je n'avais simplement pas la clarté nécessaire pour voir l'architecture de ma propre prison. Julien Laurent avait 36 ans. Il était le directeur financier et cofondateur officiel du groupe L'Écrin, un empire de la haute gastronomie que nous avions soi-disant bâti ensemble, aujourd'hui valorisé à près de 40 millions d'euros. Il portait des costumes sur mesure taillés à Milan, parlait dans les réunions d'investisseurs avec le charisme agressif d'un loup de Wall Street et possédait ce genre d'arrogance magnétique qui donnait aux gens l'envie immédiate de lui confier leur argent. Tout dans la vie de Julien semblait luxueux, maîtrisé et entièrement le fruit de son propre génie. Mais ce n'était pas son génie, c'était le mien. Nous nous étions rencontrés quand j'avais 24 ans. J'étais alors une jeune sous-chef dans un palace parisien, travaillant 80 heures par semaine, les mains couvertes de brûlures et de coupures, construisant lentement ma réputation. Julien était un analyste financier de niveau intermédiaire, avec des ambitions démesurées, mais aucun capital pour les réaliser. À la mort de son père, il n'avait hérité de rien d'autre qu'un nom de famille bourgeois autrefois respecté et d'une montagne d'attentes étouffantes. Les Laurent appartenaient à cette vieille bourgeoisie de l'Ouest parisien qui avait secrètement fait faillite 2 générations plus tôt. Une vérité que ma belle-mère, Véronique, dissimulait en traitant tous ceux qui croisaient son chemin comme du personnel de maison. Quand Julien m'a présenté son idée de créer notre propre restaurant, j'ai cru en lui. J'ai cru en sa vision, et plus importante encore, j'ai cru en nous. Quand nous nous sommes mariés, j'ai fait la seule chose que n'importe quel conseiller financier vous suppliera de ne jamais faire. J'ai liquidé un héritage de 250 000 € que mon défunt grand-père m'avait laissé, le seul filet de sécurité que j'avais au monde, et je l'ai remis à Julien comme capital d'amorçage pour notre premier établissement. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai quitté mon emploi prestigieux. J'ai élaboré les menus, conçu l'architecture de la cuisine, recruté la brigade entière et travaillé en cuisine 10 à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Je rentrais dans notre petit appartement de 60 mètres carrés dans le 11e arrondissement, l'odeur du beurre noisette et du fond de veau incrusté dans ma peau, mangeant des restes froids pendant que Julien emmenait des investisseurs potentiels dans des dîners à 1 000 €, me jurant que c'était des frais de représentation indispensables. Nous construisons cela ensemble, Camille, me disait-il souvent, en tenant mes mains abîmées par le travail de l'autre côté de notre petite table de cuisine. Tu es mon arme secrète. Tout ce que je fais, c'est pour notre avenir. J'avais 25 ans. Je l'aimais. Je le croyais aveuglément. À mesure que l'entreprise grandissait et que nous ouvrions un 2e, puis un 3e restaurant, mon rôle visible diminuait. Une fois que le groupe L'Écrin a sécurisé sa première levée de fonds majeure, Julien a embauché une équipe de direction lisse et formatée. Les recettes que j'avais créées, l'identité culinaire que j'avais forgée dans le sang et la sueur, ont été marketées par des hommes en costume qui facturaient 500 € l'heure pour s'approprier mes concepts. Quand j'ai demandé à Julien d'officialiser mon rôle en tant que directrice générale de la création avec des parts équitables, il a soupiré, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Camille, le conseil d'administration veut voir des cadres dirigeants avec des profils HEC ou internationaux. Tu es incroyablement talentueuse en cuisine, mais ça ne ferait pas professionnel de mettre ma femme au conseil d'administration. Les gens crieraient au népotisme. Et puis, la paperasse, ce n'est pas pour toi.
du népotisme. Pour l'entreprise que j'avais financée avec mon héritage et bâtie avec mes propres mains, au cours des 7 années suivantes, j'ai été systématiquement effacé du récit de ma propre création. Julien est devenu le génie visionnaire dont les portraits s'étalaient dans les pages de Forbes France et des Échos. Je suis devenu l'épouse discrète, celle qui gérait l'opérationnel en coulisses et qui organisait des dîners mondains dans notre luxueux duplex de l'avenue Montaigne. Ma belle-mère, Véronique, s'épanouissait dans cette nouvelle dynamique. Lors des dîners de famille et des galas de charité, elle me présentait avec ce genre de condescendance mondaine qui laisse des bleus invisibles sur l'âme. « Voici Camille », disait Véronique en ajustant son foulard Hermès. Elle a été une petite aide si précieuse pour Julien à ses débuts. C'est tellement merveilleux qu'elle n'ait plus à se soucier de travailler derrière des fourneaux et qu'elle puisse simplement se concentrer sur la décoration de l'appartement. Julien ne la reprenait jamais. Il se contentait de sourire, de passer un bras autour de ma taille et d'ajouter « Elle me garde les pieds sur terre ». Je n'avais pas les pieds sur terre. J'étais enterrée vivante. À l'été 2024, la distance entre nous s'était creusée pour devenir un gouffre béant. Julien voyageait constamment. Dubaï, Londres, Genève. Il était toujours rivé à son téléphone, toujours tendu, fermant toujours la porte du bureau lorsque je passais dans le couloir. Quand j'ai suggéré une thérapie de couple, il a ri, un son sec et sans joie, en disant qu'il était simplement en train de finaliser la plus grosse fusion-acquisition de sa carrière. Une fois ce dossier clôturé, promettait-il, nous prendrons de vraies vacances. Rien que tous les deux. À l'île Maurice, comme on en a toujours rêvé, c'était l'appât. Et je l'ai mordu avec la naïveté d'une débutante. Nous arrivons au 14 octobre 2024. Le matin où tout a basculé. Julien était parti la veille pour ce qu'il appelait une semaine cruciale de négociations à Genève. Il m'avait embrassé sur le front dans le hall de notre duplex, son sac de voyage en cuir posé à ses pieds. Ses yeux fuyaient les miens. Il sentait le parfum hors de prix et la précipitation. « Je t'appelle quand j'atterris », m'avait-il dit avant de s'engouffrer dans l'ascenseur privé. Le lendemain matin, à 8 heures, j'étais dans la cuisine de notre restaurant amiral. Mon fournisseur de truffes blanches d'Alba, un homme avec qui je travaillais depuis 5 ans, est entré avec une livraison exceptionnelle, valant près de 12 000 €. Comme d'habitude, j'ai sorti la carte Corporate Platinum que Julien me laissait pour les achats opérationnels urgents. Le terminal de paiement a émis un bip strident. Refusé. J'ai froncé les sourcils, m'excusant auprès de mon fournisseur, blâmant une erreur du système. J'ai sorti ma carte personnelle, liée à notre compte commun. Un autre bip strident. Refusé. Une sensation de froid glacial a commencé à s'insinuer à la base de ma nuque. J'ai demandé au fournisseur de patienter autour d'un café et je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. Le compte opérationnel du restaurant, 0 €. Notre compte commun personnel, 0 €. Mon compte épargne, sur lequel j'avais procuration conjointe avec lui, 0 €. Les chiffres me fixaient, absurdes, irréels. Plus de 800 000 € en liquidité s'étaient volatilisés. J'ai rafraîchi la page. Une fois, 2 fois, j'ai fermé l'application et l'ai rouverte. Toujours 0. Mon cœur s'est mis à battre à une vitesse terrifiante, cognant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. J'ai appelé mon banquier d'affaires, Monsieur le maire, sur sa ligne directe. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois avant qu'il ne réponde. « Camille, bonjour », a dit le maire, sa voix teintée d'une confusion palpable. « Je suis surpris de vous entendre ce matin. Julien m'a assuré hier soir que vous étiez parfaitement au courant du transfert. » « Quel transfert ?» ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Un long silence a pesé sur la ligne. Le genre de silence qui précède l'annonce d'un diagnostic fatal. Le transfert vers la société écran à l'île Maurice a finalement répondu le maire, pesant chaque mot. Julien a validé hier après-midi un ordre de virement pour l'intégralité des liquidités disponibles sur les comptes personnels et opérationnels, prétextant une acquisition immobilière urgente validée par le Conseil. Il a utilisé les pouvoirs de sa signature de directeur financier. L'argent est parti ce matin à la 1re heure. Camille, vous n'étiez pas au courant? Le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. La cuisine, les bruits de casseroles au loin, la rumeur de Paris à l'extérieur de la fenêtre, tout s'est effacé derrière un violent bourdonnement dans mes oreilles. Il n'était pas à Genève. Il n'était pas en voyage d'affaires. J'ai raccroché au nez du banquier. J'ai couru hors du restaurant, hélé un taxi et foncé vers notre duplex de l'avenue Montaigne.
L'appartement était silencieux, baigné par la lumière froide de l'automne parisien. J'ai couru jusqu'au dressing de Julien. Ses costumes d'hiver étaient là, mais toutes ses affaires d'été, ses chemises en lin, ses montres de luxe, son passeport avaient disparu. C'est en retournant dans le salon que je l'ai vu, une enveloppe blanche, posée avec une arrogance théâtrale sur l'îlot central de la cuisine en marbre. Mon prénom, Camille, y était tracé avec son écriture cursive et prétentieuse. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une simple lettre tapée à l'ordinateur. Pas de manuscrit, pas d'émotion. Juste la froideur clinique d'une exécution. Camille, si tu lis ceci, tu as probablement déjà vérifié les comptes. Ne perds pas ton temps à appeler des avocats ou la police. J'ai transféré les fonds vers une juridiction où tu ne pourras jamais les atteindre. Les statuts de l'entreprise que j'ai rédigés l'année dernière me donnaient le plein contrôle financier. Une clause que tu as signée sans même la lire, trop occupé par tes casseroles. Notre mariage est terminé. Je pars commencer une nouvelle vie avec Léa. Oui, mon assistante. Elle, au moins, comprend mon monde. L'appartement est une location au nom de l'entreprise, et les prochains mois de loyer ne sont pas payés. Le restaurant fera faillite d'ici la fin du mois sans liquidité. Tu as été un excellent tremplin, Camille. Mais j'ai besoin d'une femme qui a l'envergure de mes ambitions, pas d'une cuisinière glorifiée. Retourne à tes fourneaux, si tu arrives à t'en payer un. Adieu. Julien. Je suis resté figé, la lettre tremblant dans mes mains. Il m'avait dépouillé, il m'avait volé l'entreprise que j'avais créée, l'argent que j'avais généré, et il m'avait jeté comme un outil devenu obsolète. J'imaginais son sourire narquois, assis en première classe sur un vol Émirate, sirotant du champagne avec une fille de 25 ans dont je payais le salaire, persuadé d'avoir orchestré le braquage du siècle. Mais dans son triomphe narcissique, dans son arrogance absolue, Julien avait commis une erreur monumentale, ridicule, dictée par la hâte de s'enfuir. Je me suis approché de son bureau personnel, cette pièce en chêne massif dont il interdisait l'accès à tout le monde. La porte était entr'ouverte, le coffre-fort mural était grand ouvert, vidé de ses liasses de billets et de ses lingots. Mais en tirant le tiroir du bas, celui qu'il utilisait pour jeter ses vieux courriers, j'ai vu une chose qu'il avait oubliée dans la panique de son départ. Un disque dur externe noir, petit et discret, à moitié caché sous une pile de vieux relevés bancaires inutiles. Ce n'était pas son disque de sauvegarde professionnelle. Celui-là, il l'avait toujours sur lui dans sa sacoche en cuir. Ce disque dur, je le reconnaissais. C'était l'ancien lecteur de sauvegarde crypté qu'il utilisait il y a 3 ans, avant qu'il n'upgrade tout son système informatique personnel. L'esprit humain est fascinant lorsqu'il est acculé. 30 minutes plus tôt, j'étais une femme brisée, incapable de respirer, effondrée devant un solde bancaire à zéro, mais en regardant ce petit rectangle de plastique noir, une étrange sensation de clarté glaciale m'a envahi. La panique s'est évaporée, remplacée par une concentration quasi chirurgicale. S'il l'avait laissé derrière lui, c'est qu'il le pensait obsolète. S'il le pensait obsolète, c'est qu'il avait oublié ce qu'il contenait exactement. J'ai pris le disque dur, je l'ai branché sur mon MacBook personnel, et j'ai attendu. Une fenêtre pop-up s'est affichée à l'écran. Verrouillé. Veuillez saisir le mot de passe. Julien était un homme complexe dans ses montages financiers, mais pathétiquement prévisible dans sa vie quotidienne. Son narcissisme l'empêchait d'utiliser des codes générés aléatoirement. Il fallait toujours que ses mots de passe fassent référence à ses propres triomphes. J'ai tapé sa date de naissance. Refusé. La date de notre mariage. Refusé, évidemment. La date de création de notre première société. Refusé. J'ai fermé les yeux, essayant de me projeter dans l'esprit d'un homme qui méprisait les autres autant qu'il s'aimait lui-même. J'ai pensé au jour où il s'était senti le plus puissant, le jour où il m'avait manipulé pour obtenir l'argent de mon grand-père, posant ainsi la première pierre de son escroquerie à long terme. J'ai tapé le montant exact de mon héritage, suivi des initiales de son père, l'homme à qui il avait toujours voulu prouver sa supériorité. 25000 PL. Le petit cadenas virtuel sur mon écran s'est ouvert. Je suis entré dans les entrailles numériques de la vie secrète de Julien Laurent. Le disque dur ne contenait pas de photos de vacances ni de documents administratifs banals. C'était une véritable cartographie de la fraude. Pendant 3 heures, assis en tailleur sur le parquet de notre salon vidé de son âme, j'ai épluché les dossiers. Et ce que j'ai découvert dépassait de loin le simple transfert de fonds de ce matin. Julien n'avait pas seulement volé notre compte commun. Il avait orchestré une vaste opération d'évasion fiscale
et de blanchiment d'argent sur plusieurs années. J'ai trouvé des tableurs Excel détaillant des caisses noires créées via des fournisseurs fictifs en Italie et en Espagne, des sociétés fantômes facturant des milliers d'euros de prestations inexistantes au groupe L'Écrin. Pire encore, j'ai découvert le Saint Graal. Les mots de passe maîtres, les clés d'authentification et les accès cryptographiques au portefeuille de crypto-monnaies qu'il utilisait pour blanchir l'argent avant de l'envoyer sur ses comptes offshore. À l'époque où il utilisait ce disque dur, il avait eu la stupidité de sauvegarder un fichier texte nommé seed phrase txt. Il pensait probablement que ce lecteur prendrait la poussière à jamais dans ce tiroir ou qu'il serait détruit, mais dans l'euphorie de sa fuite avec sa maîtresse, il l'avait négligé. Il avait pris les 800 000 euros en cash. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce disque dur contenait les clés pour accéder à une réserve de sécurité en Bitcoin qu'il avait constituée sur le dos de l'entreprise. Une réserve qui, au cours actuel, valait près de 3 millions d'euros. Et mieux encore, ce disque dur contenait l'intégralité des communications cryptées entre Julien et sa mère, Véronique. Je me suis arrêté sur un dossier sobrement nommé « Correspondance V ». En l'ouvrant, j'ai trouvé des captures d'écran de conversations WhatsApp datant de plus d'1 an. Véronique, as-tu commencé à préparer le terrain avec la petite cuisinière? La famille a besoin de cet argent pour racheter le domaine en Bourgogne. Elle ne mérite pas d'être associée à ce niveau de prestige. Julien, ne t'inquiète pas, maman. J'ai fait modifier les statuts par l'avocat le mois dernier. Elle signera la semaine prochaine entre 2 services. Elle ne lit jamais rien. D'ici 1 an, L'Écrin sera entièrement à nous, et elle se retrouvera à la rue avec ses casseroles. J'ai déjà préparé la structure à l'île Maurice pour Léa et moi. Véronique, parfait. Assure-toi que les comptes soient vidés avant de partir. Ne lui laisse pas de quoi se payer un avocat. Il faut l'écraser financièrement pour qu'elle ne relève pas la tête. La nausée m'a prise aux tripes. Ce n'était pas seulement une trahison conjugale, c'était un complot familial. Véronique, cette femme qui buvait le champagne que je payais, assise dans l'appartement que je finançais, avait encouragé et planifié ma destruction avec son fils. J'ai fermé l'ordinateur portable, le souffle court, le cœur tambourinant à nouveau, mais plus de peur cette fois, d'une rage blanche, incandescente. Il me prenait pour une stupide cuisinière, incapable de comprendre le monde de la finance, trop occupée par ses sauces et ses cuissons pour voir le loup dans la bergerie. Ils avaient oublié une chose fondamentale. En cuisine, la précision est une question de survie. 1 degré de trop, 1 minute de moins, et tout est ruiné. J'étais peu, être une cuisinière, mais j'avais passé ma vie à maîtriser le timing, la patience et l'art de l'exécution parfaite. Je n'allais pas appeler la police. Pas encore. La police mettrait des années à démêler un montage financier international, et d'ici là, l'argent aurait disparu, blanchi 10 fois. Je n'allais pas non plus pleurer sur mon sort. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, et j'allais détruire son nouveau monde avant même qu'il n'y ait posé ses valises. J'ai regardé l'heure. 14h30. Le vol Air France-Paris, île Maurice durait 11 heures. Julien et Léa étaient actuellement quelque part au-dessus de l'océan Indien, complètement injoignables, flottant à 10 000 mètres d'altitude dans l'ignorance la plus totale. Le chronomètre était lancé. J'avais précisément 8 heures devant moi avant que l'avion ne touche le tarmac et qu'il ne rallume son téléphone. 8 heures pour renverser l'échiquier. La première étape de mon plan nécessitait des compétences que je n'avais pas, mais je connaissais quelqu'un qui les avait. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Maxime. Maxime était mon petit frère. Il était aussi, ironiquement, un expert en cybersécurité spécialisé dans la traçabilité des actifs numériques, travaillant pour une grande firme d'audit de la défense. Julien le détestait, le qualifiant souvent de geek paranoïaque, et s'était toujours arrangé pour l'éloigner de nos affaires. « Camille, salut, tu es en plein service, non ?» a répondu Maxime, le bruit d'un clavier résonnant en fond. « Maxime, j'ai besoin que tu viennes à l'appartement tout de suite. Prends ton ordinateur portable de travail. » Le sécuriser. Le ton de ma voix l'a stoppé net. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air. » Julien a vidé nos comptes et a fui le pays. Mais il a laissé son disque dur de sauvegarde avec ses phrases de récupération cryptographique. « J'ai besoin de toi pour vider ces portefeuilles avant qu'ils n'atterrissent à l'île Maurice. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Maxime défonçait presque la porte d'entrée de l'appartement. Il s'est installé à la table de la salle à manger,
a branché le disque dur sur une machine isolée et a commencé à coder avec une rapidité affolante. Pendant qu'il contournait les sécurités rudimentaires que Julien pensait inviolables, je lui ai montré les fichiers d'évasion fiscale et les conversations avec notre belle-mère. Maxime s'est arrêté de taper pendant quelques secondes, fixant l'écran, le visage livide. Ce n'est pas juste du vol, Camille. C'est de la fraude fiscale en bande organisée. S'il a envoyé cet argent sur la structure mauricienne dont je vois les traces ici, il l'a fait, ai-je confirmé, la voix glaciale. Ce matin, les 800 000 €. Maxime a esquissé un sourire prédateur qui ne lui ressemblait pas. D'accord. Les fonds traditionnels, on ne peut pas les toucher pour l'instant. C'est dans le réseau bancaire international. Mais scriptus, les 3 millions d'euros qu'il cache ici, ses doigts ont repris leur danse frénétique sur le clavier. Ça, c'est sur la blockchain. C'est du Far West. Celui qui détient les clés détient l'argent. Et tu viens de me donner les clés. Tu peux tout transférer? Je peux créer une série de portefeuilles froids, brouiller les transactions via des mixeurs légaux et sécuriser l'intégralité des fonds sur des clés cryptographiques qui t'appartiennent, a expliqué Maxime, les yeux rivés sur les lignes de code vertes défilant sur son écran noir. Il ne saura même pas où c'est parti. Pour lui, le portefeuille affichera juste un solde de 0. Combien de temps ça va prendre? 2 heures. Fais-le. Pendant que Maxime opérait la saignée numérique, je suis passé à la deuxième étape de mon exécution. Le monde physique. J'ai appelé l'avocate d'affaires qui nous avait accompagnés lors de la création initiale du groupe L'Écrin, maître Hélène Valois. Elle était réputée pour sa ténacité et sa droiture, et je savais qu'elle n'appréciait guère les méthodes agressives de Julien. Je l'ai supplié de me recevoir en urgence. 1 heure plus tard, j'étais dans son cabinet feutré du 8e arrondissement, posant le disque dur et des copies imprimées des dossiers d'évasion fiscale sur son grand bureau en verre. Maître Valois a lu les documents en silence. Son expression, d'abord professionnelle et neutre, s'est assombrie au fil des pages pour devenir celle d'un procureur prêt à prononcer une condamnation à mort. Il a commis une faute gravissime, Camille, a-t-elle finalement dit en retirant ses lunettes. L'argent transféré ce matin provient des comptes opérationnels de l'entreprise. En utilisant sa signature pour vider les caisses et fuir, il ne commet pas seulement un abandon de poste ou un divorce houleux. C'est un abus de biens sociaux caractérisé, couplé à une fraude fiscale internationale. Il prétend avoir modifié les statuts pour avoir le plein contrôle, et je précisais, la gorge serrée. Maître Valois a eu un petit rire sans chaleur. Il a peu être modifié les délégations de signature, mais vous êtes toujours l'actionnaire majoritaire historique de la holding fondatrice, Camille. Et surtout, ces documents prouvent la préméditation du pillage de l'entreprise. Ce que nous allons faire, c'est déclencher la bombe nucléaire légale. Elle s'est penchée vers moi, les yeux brillants d'une intensité redoutable. Nous allons déposer immédiatement une plainte au pénal pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. Avec ces preuves, le parquet financier va geler ses avoirs internationaux dans les 72 heures. Et ce n'est pas tout. Je vais convoquer une assemblée générale extraordinaire du groupe L'Écrin pour demain matin, vous nommer présidente directrice générale exclusive et le révoquer pour faute lourde avec effet immédiat. Et pour le restaurant? Ai-je demandé. Les fournisseurs ne sont pas payés. Je n'ai plus d'argent pour les salaires à la fin de la semaine. Maître Valois m'a regardé avec assurance. Grâce aux cryptos que votre frère sécurise en ce moment même, vous allez faire un apport en compte courant d'associé à l'entreprise dès demain. Vous sauverez le restaurant. Et lui, il sera traqué par Interpol avant la fin du mois. Je suis ressorti de son cabinet à 18h. La nuit tombait sur Paris. Les lumières de la ville s'allumaient, scintillantes et indifférentes à ma tempête intérieure. J'ai respiré l'air frais de l'automne, sentant la panique matinale laisser place à un calme absolu, presque euphorique. De retour à l'appartement, Maxime m'attendait, sirotant un café, le visage fatigué mais triomphant. Il a poussé une petite clé USB cryptée vers moi sur la table de la cuisine. « C'est fait », m'a-t-il dit doucement. « L'intégralité de son portefeuille crypto est désormais sous ton contrôle exclusif. 3 100 000 €. Ses anciens portefeuilles sont vidés, nettoyés, effacés. Il n'a plus rien, absolument rien. J'ai pris la petite clé USB entre mes doigts, sentant le poids de ma propre résurrection. Julien m'avait volé 800 000 €, mais je venais de lui reprendre 3 millions, le capital de ma nouvelle vie. Merci, Max, ai-je murmuré en le serrant dans mes bras. Maintenant, a-t-il ajouté en refermant son ordinateur, il est 20h30.
Son vol atterrit à l'île Maurice dans moins de 2 heures. Qu'est-ce que tu vas faire de sa précieuse maman? Je me suis tourné vers la baie vitrée de l'appartement, regardant le reflet de mon propre visage dans la vitre sombre. J'étais calme, prête. Véronique aime les mises en scène. Ai-je répondu froidement. Alors je vais lui offrir la scène finale. Le lendemain matin, j'ai organisé un petit déjeuner de crise dans les salons privés du restaurant. J'avais fait convoquer Véronique par l'assistante de direction, prétextant une urgence absolue concernant l'expansion du groupe et l'absence injoignable de Julien. Comme toujours, Véronique a répondu présente lorsqu'il s'agissait de l'image et du pouvoir de la famille Laurent. Elle est arrivée à 9h précise, enveloppée dans un manteau en cachemire beige, le visage fermé et le port de tête altier, prête à me traiter de haut comme elle en avait l'habitude. Elle s'est assise face à moi, posant son sac Chanel sur la nappe immaculée. « Camille » a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une fausse compassion maternelle. L'assistante de Julien m'a dit que tu étais dans tous tes états. Écoute, chérie, les affaires sont parfois complexes. Si Julien est injoignable, c'est sûrement parce qu'il finalise un accord vital pour notre groupe. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour des choses qui te dépassent. Vous voulez un café, Véronique? Ai-je demandé, ignorant son monologue, ma voix d'un calme plat. Elle a froncé les sourcils, déstabilisée par mon ton. Non merci. Qu'est-ce qui est si urgent? J'ai posé un dossier sur la table et l'ai fait glisser vers elle. Julien n'est pas en train de finaliser un accord vital, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Il a vidé les comptes de l'entreprise hier matin et a fui à l'île Maurice avec son assistante Léa. Mais je suis sûr que vous étiez au courant, ou du moins, de la première partie du plan. Et Véronique s'est figée. L'élégante façade de la bourgeoisie parisienne s'est fissurée en une fraction de seconde, laissant entrevoir la panique froide d'un animal pris au piège. Elle a esquissé un rire nerveux, sec et faux. C'est absurde, Camille. Julien ne ferait jamais une chose pareille, et ton accusation est pathétique. Tu as du mal comprendre un montage financier, encore une fois. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas mal compris la conversation WhatsApp du 12 mai, où vous lui disiez, je cite, « Ne lui laisse pas de quoi se payer un avocat. Il faut l'écraser financièrement pour qu'elle ne relève pas la tête. » J'ai poussé la transcription imprimée sous son nez. Le visage de Véronique a perdu toutes ses couleurs, virant à une teinte grisâtre et malade. Elle a fixé la page, les lèvres tremblantes, cherchant frénétiquement une parade, une pirouette verbale, un moyen d'exercer à nouveau son pouvoir de manipulation. Mais il n'y avait plus rien. « Où as-tu eu ça » a-t-elle soufflé, la voix réduite à un murmure effrayé. Dans le tiroir de son bureau, ai-je répondu, implacable. Juste à côté des dossiers, détaillant l'évasion fiscale qu'il a orchestrée pour financer votre style de vie. L'argent pour racheter le domaine en Bourgogne, provenant de fausses facturations italiennes. Tout est là, Camille. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle balbutié, l'arrogance totalement disparue, remplacée par une terreur abjecte. C'est une erreur. Julien s'est perdu. Il n'y a rien à arranger. Véronique, l'ai-je coupé, la voix tranchante comme un couteau de chef. Hier soir, mon avocate a déposé une plainte au pénal pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. J'ai convoqué une assemblée générale ce matin. Julien est révoqué pour faute lourde. Je suis la seule et unique présidente du groupe. Elle s'est effondrée contre le dossier de sa chaise. Le souffle court. La police. Tu as prévenu la police? Mais tu vas ruiner le nom des Laurent. Tu vas détruire la réputation de mon fils. Votre fils s'est détruit lui-même. Ai-je répliqué en me levant. Et quant au nom des Laurent, il ne valait rien quand j'ai financé le premier restaurant avec l'héritage de mon grand-père, et il ne vaut rien aujourd'hui. Sortez de mon restaurant, Véronique, et si vous essayez de le contacter pour le prévenir, je donne ses transcriptions à la presse gastronomique dès cet après-midi. Je l'ai regardé ramasser son sac à main, avec des gestes désordonnés et tremblants, fuyant le salon privé, comme si les murs allaient s'effondrer sur elle. J'ai respiré l'odeur du café torréfié et du pain chaud provenant des cuisines. Mon restaurant. Mon empire. Maintenant, il était temps de m'occuper du roi déchu. À 10h30, heure de Paris, le vol Air France s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Cersei Wosague Ramgoolam, à l'île Maurice. J'étais assise dans mon bureau, le téléphone posé devant moi. J'avais demandé à Maxime d'installer un tracker sur l'adresse IP du portefeuille de crypto-monnaie de Julien. Je voulais savoir exactement à quel moment il essaierait d'accéder à son trésor. À 11h15, le tracker de Maxime a clignoté sur mon écran.
Julien venait de se connecter depuis une adresse IP mauricienne. Il était probablement installé dans le transfert VIP vers son hôtel de luxe 5 étoiles, une coupe de champagne à la main, souriant à sa maîtresse, se croyant le maître du monde. Il ouvrait son application sécurisée pour admirer les 3 millions d'euros qui devaient financer sa nouvelle vie dorée. Et puis, il a vu le solde. Home BTC, Home Arrow. 20 minutes plus tard, mon téléphone personnel s'est mis à vibrer. Appel entrant, Julien. J'ai laissé sonner 3 fois, savourant le son, le cœur calme, l'esprit clair. J'ai décroché. Oui, ai-je répondu, la voix parfaitement sereine. Camille, est-ce que c'est toi? La voix de Julien était défigurée par la panique aiguë et hystérique. Le loup de Wall Street avait laissé place à un enfant terrifié. Où est l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Je travaille, Julien. L'équipe prépare le service de midi. Tu as besoin de quelque chose? Où sont mes cryptos? Espèce de folle, a-t-il hurlé, la rage pure déchirant ses cordes vocales. Tu as touché à mon disque dur. C'est un vol. Je vais te faire enfermer. Tu parles des 3 millions d'euros que tu as blanchis en détournant les fonds de mon entreprise? Ai-je demandé, en prenant soin d'articuler chaque mot pour qu'il comprenne bien que je savais absolument tout. Ou parles-tu des 800 000 euros que tu as siphonnés hier matin? Un silence mortel est tombé sur la ligne. J'entendais son souffle saccadé, la réalisation brutale de son échec total, en train de l'écraser sous le soleil des tropiques. Camille, écoute-moi, a-t-il soudain supplié, la voix brisée, changeant de tactique en une fraction de seconde, typique du manipulateur pris au piège. Léa, ce n'est rien. C'était une erreur, une crise de la trentaine. L'argent, c'était pour nous protéger, pour nous mettre à l'abri. Je rentre à Paris, on peut tout réparer. J'ai souri, un vrai sourire, le premier depuis des mois. Tu ne rentres pas à Paris, Julien. Maître Valois a déposé plainte au pénal hier soir. Le parquet financier est sur le coup. Une information judiciaire est ouverte pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. Tes comptes bancaires à l'île Maurice, là où tu as envoyé l'argent hier, vont être gelés d'ici demain par la coopération internationale. Non, tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas me faire ça. Tu as laissé la lettre d'adieu sur le comptoir en marbre, ai-je rappelé doucement, et tu as oublié ton disque dur dans le tiroir du bas. D'ailleurs, j'ai eu un charmant petit déjeuner avec ta mère ce matin. Elle était très intéressée par la lecture de vos conversations WhatsApp. Tu es morte, Camille. Je vais te détruire. Tu n'es rien sans moi, tu n'es qu'une. Moi, je suis la chef de mon propre empire. L'ai-je interrompu, la voix d'acier, tranchante et définitive. L'Assemblée générale t'a révoqué ce matin. J'ai réinjecté les fonds de ton portefeuille crypto dans l'entreprise sous forme de compte courant d'associés pour payer les fournisseurs et les salaires. Tu n'as plus d'entreprise, tu n'as plus d'argent, et bientôt, tu n'auras plus de liberté. Profite bien de tes vacances, Julien. C'est toi qui ne peux plus te payer de cuisinière. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, supprimé son contact, et j'ai posé le téléphone sur mon bureau. À l'extérieur de la pièce, j'entendais le doux cliquetis des casseroles, les voix de ma brigade en pleine mise en place, le parfum enivrant d'un bouillon de volaille réduit, ma vie, ma création. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été un conte de fées paisibles, mais une guerre de tranchées administratives et légales. Cependant, cette fois-ci, c'était moi qui tenais l'artillerie lourde. La machine judiciaire s'est mise en marche avec une efficacité implacable, propulsée par l'avalanche de preuves irréfutables que j'avais fournies au parquet financier. Les autorités mauriciennes ont coopéré plus vite que Julien ne l'avait anticipé. Les 800 000 euros qu'il avait volés sur nos comptes et transférés sur sa société écran ont été gelés avant même qu'il ne puisse en retirer un seul centime pour payer sa chambre d'hôtel au Royal Palm. J'ai appris par la suite, via le réseau des assistants de direction parisiens, un cercle d'informations redoutablement efficace, comment la chute finale s'était déroulée. Lorsque la carte de crédit de Julien a été refusée par la réception de l'hôtel 5 étoiles pour régler leur première nuitée, Léa a commencé à poser des questions. La panique de Julien, ses hurlements hystériques au téléphone avec son banquier suisse, qui ne pouvait plus rien pour lui, et la révélation qu'il était désormais ruiné, et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, ont eu raison de l'amour inconditionnel de sa jeune maîtresse. Léa a compris que le prince charmant de la finance n'était plus qu'un fugitif fauché. Le lendemain matin, pendant que Julien essayait désespérément de contacter d'anciens associés à Paris qui refusaient tous de lui répondre,
Elle a pris un taxi pour l'aéroport et a acheté un billet de retour avec sa propre carte bancaire. Elle l'a laissé seule sur l'île, avec 2 valises de costumes milanais inutiles et une ardoise d'hôtel qu'il ne pouvait pas honorer. Il a fallu près de 3 semaines pour que l'argent gelé à l'île Maurice soit officiellement rapatrié sur les comptes du groupe L'Écrin sous supervision judiciaire. Mais grâce au fonds cryptographique que Maxime avait habilement sécurisé et que j'avais réinjecté légalement sous forme d'apport, le restaurant n'a pas fermé une seule journée. Mes fournisseurs ont été payés, ma brigade a reçu ses salaires, et le service a continué, plus fluide, plus serein, débarrassé de l'ombre étouffante de mon mari. Quant à Julien, la réalité l'a frappé de plein fouet lorsqu'il a dû se résoudre à rentrer en France. Le consulat a dû lui avancer les frais de rapatriement car il était littéralement à la rue. À son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, il a été interpellé directement à la descente de l'avion par la police aux frontières. J'étais dans les cuisines, en plein coup de feu du service de midi, lorsque Maître Valois m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. « Camille, il est en garde à vue à la brigade financière », a-t-elle dit, sa voix trahissant une profonde satisfaction professionnelle. Les charges retenues sont lourdes. Abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment et tentative d'escroquerie. Le juge d'instruction a refusé sa libération sous caution compte tenu de son risque de fuite avéré. Il est en détention provisoire. Et Véronique, ai-je demandé, essuyant mes mains sur mon tablier. Le fisc a perquisitionné le domicile de sa mère ce matin, a répondu l'avocate. Avec les conversations WhatsApp et les montages que vous nous avez fournis, elle est considérée comme complice. Ses comptes ont également été saisis à titre conservatoire. Ils sont finis, Camille. Tous les deux. Je n'ai ressenti aucune pitié. La pitié est un luxe qu'on accorde à ceux qui commettent des erreurs, pas à ceux qui construisent méticuleusement votre exécution. J'ai remercié Maître Valois, j'ai raccroché, et je suis retourné à mes fourneaux. Le bar de ligne au caviar n'attendait pas. 6 mois plus tard, le divorce a été prononcé pour faute exclusive de l'époux. Le procès pour fraude fiscale suivait son cours, mais le jugement de divorce m'a accordé la propriété totale et absolue du groupe L'Écrin. Julien avait été contraint de céder ses parts pour rembourser une fraction des amendes colossales que le fisc lui réclamait. J'ai vendu le duplex de l'avenue Montaigne. L'endroit était trop grand, trop froid, trop imprégné du fantôme de l'arrogance des Laurent. J'ai acheté un grand loft lumineux dans le Marais, avec une immense cuisine ouverte, en acier inoxydable et en bois brut. Un endroit qui me ressemblait. J'ai renommé le groupe. J'ai retiré le vernis snob que Julien avait imposé et je suis revenu à l'essentiel. La matière première, l'authenticité, la création. J'ai promu mon sous-chef au rang de chef exécutif pour me décharger d'une partie de la production. Et j'ai enfin assumé le rôle que l'on m'avait volé, présidente directrice générale. Et accessoirement, l'unique visionnaire de l'entreprise. À la fin du mois d'octobre, 1 an presque jour pour jour après sa fuite ratée, le guide Michelin a publié son palmarès. Mon restaurant Amiral a conservé son étoile et notre 2e établissement en a obtenu une première. Ce soir-là, après le service, j'ai réuni ma brigade en cuisine. J'ai sabré le champagne. Nous avons ri, nous avons trinqué à la sueur, aux brûlures et à la passion qui nous unissait. En rentrant chez moi tard dans la nuit, l'air frais d'automne me caressant le visage, j'ai pensé à la lettre qu'il m'avait laissée sur l'îlot en marbre. « Tu as été un excellent tremplin, Camille. Tu n'es qu'une cuisinière glorifiée. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mon reflet dans l'écran noir. Je n'étais plus la fille naïve de 24 ans qui avait sacrifié son héritage et sa propre lumière pour faire briller un homme médiocre. La trahison de Julien ne m'avait pas détruite, elle m'avait révélée. Elle avait été le feu sous le creuset, brûlant les illusions, ne laissant que le métal pur de ma propre volonté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous sentez coincé dans l'ombre de quelqu'un d'autre, si vous avez l'impression que votre partenaire, votre famille ou votre entourage a confisqué vos succès, je veux que vous sachiez une chose essentielle. Personne ne peut vous voler la compétence que vous avez forgée de vos propres mains. Les manipulateurs peuvent s'approprier les résultats, ils peuvent usurper les titres et vider les comptes bancaires, mais ils ne peuvent jamais s'approprier votre talent, votre résilience, ni la véritable essence de ce qui a construit l'Empire en premier lieu. Julien pensait que j'étais le contenant et qu'il était le contenu. Il a découvert à ses dépens que c'était l'inverse. Sans moi, il n'était qu'une coquille vide, incapable de recréer la magie qu'il avait essayé de s'approprier. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous n'êtes qu'une petite aide, ou que vos accomplissements ne sont possibles que grâce à eux.
Soyez attentifs aux actes, pas aux belles paroles. Gardez toujours un œil sur les comptes, sur les contrats, sur les statuts que l'on vous demande de signer entre deux portes. Et surtout, rappelez-vous que la vengeance la plus dévastatrice, la punition la plus absolue que vous puissiez infliger à ceux qui ont voulu vous détruire, ce n'est pas de hurler ni de pleurer. C'est de survivre, de reprendre le contrôle et de briller avec une intensité qui les aveuglera depuis leur propre abîme.